Dans le parc d'attractions de Maiduguri au Nigeria, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Youssouf a 13 ans, il a passé une semaine dans un camp de Boko Haram. Avec ses parents, il a réussi à s'échapper, mais l'armée l'a maintenu 2 mois en détention pour l'interroger sur le groupe islamiste. Désormais, il est libre, mais seul. Ses parents sont encore détenus. Quand Boko Haram est arrivé dans notre village, ils m'ont pris, ainsi que les autres garçons, pour nous enseigner l'islam dans une école coranique. Ils ont appris aux grands l'utilisation des armes, mais pas à moi. Les enlèvements en masse d'enfants sont fréquents dans les villages attaqués par Boko Haram. Endoctrinés, ils sont ensuite obligés de combattre aux côtés des islamistes. Boko Haram a tué toute la famille d'Aïcha. Mariée de force à un combattant, elle est restée 3 ans entre les mains des djihadistes avant d'être libérée par l'armée. Il nous demandait de porter une bombe et de cibler des postes de l'armée. Il disait que si nous le faisions, on irait au paradis et quelques filles ont accepté. Depuis 2014, 117 enfants ont été utilisés par Boko Haram pour commettre des attentats suicides à la bombe au Nigeria, au Tchad, au Niger ou au Cameroun. Des enfants, mais aussi de jeunes adolescentes. Les filles sont vraiment des victimes. Boko Haram utilise une tactique dans laquelle il considère que les femmes, en raison de leur rôle dans la société, ne sont pas associées aux problèmes de sécurité. Elles peuvent donc facilement entrer dans une communauté ou un quartier et causer plus de dégâts. L'enlèvement en 2014 de plus de 200 jeunes filles par Boko Haram avait soulevé une indignation mondiale. 82 d'entre elles ont été libérées tout récemment. Une petite lueur d'espoir dans un conflit qui a fait plus de 20 000 morts depuis 2009 et 2,6 millions de déplacés. Les Nations Unies veulent faire davantage au travers de mon organisation pour aider les Libyens à gérer les problèmes de déplacement. Il y a plus de 40 centres de détention pour migrants dans le pays. On me dit que les conditions dans certains sont pires que dans celui-ci. Nous allons donc continuer à travailler avec l'OIM et les autorités afin d'améliorer la situation. Ces centres de détention doivent vraiment devenir des centres d'accueil dans lesquels les conditions de vie, la séparation des hommes et des femmes et d'autres aspects importants de la protection sont assurés. Il y a encore quelques années, Alem n'était qu'un agriculteur pauvre d'Éthiopie. Mais aujourd'hui, il est un producteur de miel de renommée mondiale. Son succès pourrait en inspirer d'autres dans le pays. Pour améliorer la production dans le pays, il devrait y avoir des formations modernes pour les apiculteurs. S'il y avait un soutien financier et matériel aux agriculteurs, ça les encouragerait à se lancer complètement dans la production de miel. L'Éthiopie est le premier producteur de miel d'Afrique avec 50 000 tonnes chaque année. Mais ce volume pourrait être 10 fois supérieur. Actuellement, 800 tonnes seulement sont exportées, un point insuffisant pour se faire une place sur le marché international. S'il y a un bon niveau de production, alors le prix sera plus bas et le nombre de consommateurs augmentera. Cependant, la plupart du temps, la production est saisonnière, ce qui fait que les prix sont élevés. Une production saisonnière qui souffre aussi de la sécheresse et des faibles récoltes. Avec un effet pervers, la contrebande se développe pour éviter les taxes à l'exportation. La plupart du miel produit ici est emporté par les touristes, les locaux, le personnel des ambassades qui l'emmènent avec eux vers diverses destinations. On ne profite pas des bénéfices que devrait nous apporter la production de miel. Pour les apiculteurs, le miel n'est encore qu'une source de revenus secondaires. Avec des équipements dépassés, les rendements restent faibles. La ruée vers l'or liquide éthiopien devra donc attendre.